Mais bonjour, vous ici. Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tranche de vie. Je suis seule au bureau pour l'instant. Ça a été la semaine de la reprise. Ça a été un petit peu... Non, pas dur. Non, c'est pas vrai. Ça n'a pas été dur parce que typiquement j'ai pris mon mercredi après-midi. Très en douceur. Voilà, j'aime bien pouvoir reprendre comme ça. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je remarque que beaucoup de gens sont aussi encore en vacances cette semaine. Et donc ne reviennent que la semaine prochaine. Ce qui, moi, me permet... tu vois, d'avoir une petite semaine d'avance sur eux, et comme ça commence vraiment très doucement. Alors de mon côté, au niveau du travail, je suis sur les chapeaux de roue pour la rencontre autour de la rentrée littéraire. C'est un événement qu'on organise et qui a lieu chaque année entre fin mai, début juin. Donc depuis le début de l'année, je suis sur cet événement, sur son organisation. On invite la plupart de nos éditeurs de littérature à venir rencontrer nos clients libraires à Lausanne chaque année. Voilà, et chaque année c'est un rendez-vous qui a vraiment beaucoup de succès, que les gens attendent avec beaucoup d'impatience. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu t'organises en général bien et que tu fais les choses très en avance, ben normalement tu devrais pas avoir de mauvaises surprises. À chaque fois, les petits couacs que je peux avoir d'une année à une autre, j'essaye de les retenir et, comme on dit, apprendre de ses erreurs, et donc retenir ce genre de petits trucs qui ont un peu moins bien fonctionné ou que j'ai peut-être moins précisé ou que je n'ai pas rappelé assez régulièrement. Là maintenant c'est des choses que je fais, donc voilà, j'ai un petit tableau sur lequel j'organise un petit peu tout ça entre les éditeurs, les épreuves qu'ils doivent m'envoyer parce que les libraires repartent avec des services de presse, enfin des épreuves non corrigées. Les présentations, souvent je leur fais confiance et je leur dis c'est bon, vous prenez sur une clé USB et puis ça marchera le jour J, mais on sait jamais. J'ai appris à me méfier du ça va marcher. Oui, mais des fois non. Donc avec le on sait jamais, je préfère avoir moi-même une copie de cette présentation sur mon ordinateur que je prends le jour J, comme ça vraiment on est sûr. Bref, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, de rappels, n'oubliez pas, J-temps, histoire que ce soit encore bien frais dans les mémoires de tout le monde. Donc là, je suis un petit peu sur cette organisation-là. Aujourd'hui, je vais m'occuper de faire aussi une infolettre, vu que j'étais en vacances. Je crois qu'avant mes vacances, j'ai pas fait d'infolettre, donc ça fait un petit moment que j'ai rien dit à nos chers libraires. J'ai, je pense, 2-3 petites choses à leur transmettre, c'est pas non plus... Disons qu'on ne va pas vers des mois super... Putain, mais c'était le bal ce matin, c'est quoi toutes ces voitures? Ah, mais il y a des gens qui viennent au Pilates, hein, c'est vrai. Parce qu'on a un centre de pilates juste en face. Et je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent et tout, c'est un peu normal. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément vers les jours où on aura beaucoup de choses à transmettre. Vous savez toujours que vers mi-juillet jusqu'à mi-août, il y a un gros mois dans l'année où il n'y a plus de nouveautés. Enfin non, il n'y a plus de nouveautés, ça s'arrête. D'ailleurs le mois de juillet, c'est vraiment un mois assez pauvre en termes de parution. Parce qu'en général, les gens ne sont pas là, sont déjà en vacances, ils ont déjà acheté leurs livres d'été en tout cas. Donc c'est vrai que c'est des mois un petit peu plus tranquilles où ça me permet de rebalancer un petit peu des opérations commerciales avec des fonds de nos éditeurs à certains de nos clients. Moi j'ai aussi beaucoup la charge, je vous disais, de tout ce qui est magasin qui de base ne vend pas de livres. Ça peut être des boutiques spécialisées, ça peut être les enseignes grande surface. J'ai mon acheteuse principale à qui voilà, c'est chouette, en été on peut vraiment refaire un petit peu un tour de tout ce qu'elles ont normalement dans les grandes surfaces, dans les grandes enseignes pour un petit peu recalibrer des fois un petit peu les offres. On a également le show beau livre qui se profile, donc ça c'est un événement chaque année auquel nous sommes conviés cette fois en tant que diffuseur chez notre diffuseur principal en France. Alors je n'y vais pas chaque année jusqu'à Paris pour cette occasion-là, parce que souvent je trouve une présentation à distance ça suffit largement, mais cette année je me dis pourquoi pas, peut-être une fois tous les 2-3 ans ça pourrait être chouette, tu vois. Disons qu'en plus là ça tombe sur des jours qui m'arrangent bien, voilà, parce que c'est un lundi, donc on n'a pas besoin de s'organiser à la maison spécifiquement pour que je sois à Paris. Vincent est là pour gérer Alice lundi et mardi, donc vraiment ça nous demande pas une organisation spéciale, donc ça c'est plutôt cool aussi. Mais c'est vrai qu'on prépare déjà gentiment Noël, quoi. Voilà, j'ai déjà mon acheteuse principale en grande surface qui m'a dit « Ah, t'as déjà repéré les premiers trucs ?» Je suis là « Oui, bien sûr !» C'est déjà Noël, on est le 2 mai. Voilà, tout va bien. Mais j'aime bien cette petite chose. Je me suis pris en course hier un tattoo liner pour les lèvres. Ça a l'air de bien faire le job, tu vois. Ça part pas. Hyper cool. Bon, il y a personne aujourd'hui, mais je savais que j'allais filmer, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais tester ce truc. Avant de passer à ma journée de travail, je vous parle rapidement
de ma lecture en cours. Il s'agit de La maison au sortilège de Emilia Hart. Je me suis déjà procuré sa nouveauté qui s'appelle Les Sirènes, alors que je n'avais même pas lu celui-ci, mais je pense qu'on est très bien parti et que je ne me suis pas trop emballée en prenant Les Sirènes. De toute façon, je l'ai d'abord filé à ma mère, comme ça, je suis sûre. Je passe vraiment un merveilleux moment pour l'instant. C'est exactement ce que je veux lire. 3 personnages différents, 3 temporalités différentes, donc évidemment que moi je saute, mais à pieds joints dedans. J'ai même pas besoin de mettre un maillot, j'y vais, tu vois, vraiment. 2019, Kate a fui Londres parce que son conjoint est violent. 1942, Violette essaye d'échapper un petit peu à tout ce carcan que la bonne société anglaise dans laquelle on voudrait l'enfermer, dont notamment et surtout son père, vu que sa mère est décédée il y a de nombreuses années maintenant. Et en 1619, Alta est en train de vivre son procès et elle est accusée de sorcellerie. Et très rapidement, tu te rends compte qu'elles ont un lien toutes les 3. J'aime énormément ce que je lis. Il y a tellement de sororité. Je trouve vraiment que c'est très bien écrit, que ça va d'un personnage à un autre sans que ça soit embêtant. De mon côté, j'alterne entre les 2 formats de lecture vu que je les lis en papier et je l'écoute en audio sur Nextory. Ce qui fait que je le mange à une vitesse pas possible. Faut vite que je vous introduise le partenaire de la vidéo du jour. Merci beaucoup à Manucuriste de sponsoriser cette vidéo. Je vous ai déjà présenté la gamme Green Flash, qui est leur semi-permanent que j'adore et que je mets tout le temps. Mais quand j'enlève mon vernis semi-permanent et que donc je laisse reposer un petit peu mes ongles, car entre chaque vernis Green Flash, je fais toujours une pause d'environ 1 semaine. Et cette fois-ci, j'ai eu le droit au nouveau produit dans la gamme des vernis qui entretiennent tes ongles. Je vous montre d'un petit peu plus près. Regardez, là, mes ongles sont lissés, unifiés, jolis, c'est un petit peu nude, transparent, etc. Et en fait, en même temps, je les soigne. Alors déjà, on a 2 nouveautés dans la gamme Active Glow. On en avait déjà 2 et cette fois, on a Grape et Cranberry qui se sont ajoutés à la gamme. Donc voilà, c'est des petits vernis transparents légèrement colorés, mais alors vraiment, c'est très très léger. Hein. La couleur de vos ongles ne ressemblera pas à ça après. Ensuite, on a 2 nouvelles teintes dans le Active Smooth, qui sont donc des vernis qui lissent et qui unifient vos ongles. Regardez ces petits nudes là, un petit peu beige. Là, encore une fois, ça ne changera pas radicalement la couleur de vos ongles. Pour vous donner l'exemple, moi actuellement je porte le 02 qui est donc le plus foncé de la gamme. Une seule couche suffit, 2 je trouve que ça fait un peu trop et donc on voit plus vraiment le blanc de vos ongles. C'est pas ce que je recommande. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai associé donc le Active Smooth avec le Active Glow, cette couleur là que j'ai mis ensuite par dessus qui lui ravive l'éclat et nourrit les ongles. Vous avez le droit de faire des combos entre évidemment les différentes gammes. Et le petit nouveau c'est le Active Plump. Là c'est une sorte de rosé un peu nacré irisé qui repulpe et hydrate les ongles. J'ai déjà des vernis dans ces gammes-là avec un petit peu d'autres couleurs, d'autres apports, etc. J'adore. Vraiment, c'est devenu ma routine entre 2 à chaque fois. Je fais une petite session de ces vernis-là, puis ensuite je repars sur de la couleur. Si vous aussi, vous avez envie de tester ces gammes soins pour vos ongles, avec le code Manucuriste Margot que je vous laisse juste ici, vous avez moins 15% sur toute la boutique. Et alors, je vous l'ai dit, hein, vernis couleur et vernis couleur semi-permanent, il y a de quoi faire. Je pense que vous devriez trouver des couleurs qui devraient vous plaire. Merci beaucoup à Manucuriste d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je crois que j'ai été interrompue la fois où je vous parlais de ma lecture en cours, qui est actuellement une lecture terminée. D'ailleurs, les 3 lectrices narratrices pépite, vraiment encore une fois, je suis sous le charme des versions audio. J'aime tellement, tu sais, t'as l'impression que tu vas tellement vite dans tes lectures et en même temps tu ne perds rien de la saveur d'un livre. Bref, et j'ai à la fois aussi poursuivi et beaucoup avancé en format papier. Je pense que j'ai fait un gros 50-50 et en fait je savais, tu vois, c'est toujours un peu ça, c'est que je crains toujours quand on me dit La maison au sortilège, j'ai un peu peur que ça me fasse comme les 7 sœurs, voilà, où il y a eu beaucoup de gens quand même qui m'ont dit c'est tellement toi, ça devrait tellement te plaire, vraiment, et tout et tout. Que maintenant, quand il y a des titres un peu comme ça qu'on me recommande des fois un petit peu trop chaudement, ça me freine carrément. Et alors la maison au sortilège, non mais je vous jure, il est sorti en grand format chez les éditions Les Escales. J'ai pris ce livre en grand format pour ma tante, qui l'a passé à ma mère, qui me l'a repassé je crois, enfin bref. Il sort en poche, chez Pocket, je le prends en format de poche. Je fais le mix audio, format de poche, tout ça, tout ça. Et je vais pour prendre, je sais plus quoi, un truc dans ma bibliothèque l'autre jour. Je vois le grand format, comme ça, tu sais, posé dans ma bibliothèque. Je dis, ah ouais, mais en fait, il me semblait bien qu'il m'était revenu celui-là.
J'avais les deux formats en ma possession. Voilà, mais écoutez, heureusement que ça m'arrive pas avec des livres que j'achète, hein, parce que ce serait quand même ballot. Ma mère a failli me spoiler pour un truc, et bon, ça allait parce qu'au final, c'est pas que je m'étais spoilée toute seule, mais j'avais un peu senti le truc venir toute seule. Ça m'a donc un peu moins impressionnée que ce que je pensais, mais ça m'a fait plaisir de lire ça. On va dire, je sais pas si ça peut être cohérent ce que je dis, mais après dans les grandes lignes, on va retrouver tout ce que j'aime. Il y a des liens entre plusieurs générations, il y a un aspect très sorcière, mais le bon côté de la sorcière, la sorcière comme on aime les lire, tu vois, celle qui avait un savoir différent, qui pouvait peut-être être un peu plus sensible à certaines choses, à certains sons échos de la nature, puis ce savoir qu'on leur a repris, puis qu'elles ont été recherchées. Évidemment que si vous aimez Kate Morton et que vous attendez vraiment, tu vois, du secret, parce que plusieurs temporalités, tout ça, je pense que vous allez être un petit peu déçus, parce que mini secret il y a, mais il est pas non plus waouh. Par contre, si vous aimiez cette ambiance vraiment de sororité, et plus encore vraiment de ce lien entre plusieurs générations de femmes, je pense que vous allez énormément aimer La Maison au Sortilège. Bon, en tout cas, moi j'en garde un très bon souvenir. Je vais en garder un très bon souvenir. Voilà, j'y ai apposé ma petite... mon petit ex-libris là au milieu. J'ai mis un petit bouton d'or là que ma fille m'a ramené l'autre jour. En général, je fais ça maintenant. Dès qu'elle me ramène des fleurs, parce que les enfants c'est comme ça peut pas s'empêcher de te cueillir des petites fleurs dans le jardin et tout, alors on essaye de... qu'elle en cueille pas trop, parce que je lui dis, tu sais, les abeilles, tout c'est important. Donc en général, quand elle m'en prend une ou deux comme ça par-ci par-là, je la glisse toujours dans les premières pages de garde du livre que je suis en train de lire. Voilà, c'est une petite habitude que j'ai commencé à prendre et que j'aime plutôt bien faire. Donc celui-ci, vraiment, écoutez, très bonne découverte. Là, je suis en train de lire, et alors, bah, il est où ? Ah bah oui, je l'ai laissé là-dedans. Bah ça va très bien, vu que c'est ça qu'on veut voir de toute façon. Hein, voilà. Donc je vous montre uniquement la jaquette parce que ce sera beaucoup plus parlant comme ça. J'ai commencé, je suis déjà à la moitié. Là on est sur un très bon début de mois de mai, hein, vraiment. Alors du livre, j'en bouffe, alors vraiment tous les jours. Non, c'est vrai qu'en ce moment je lis très bien, très vite. Je suis sur des très très bonnes lectures aussi, donc évidemment que ça aide quand toi-même tu as envie de connaître la suite de l'histoire que tu es en train de lire. Et je suis contente. Je termine une duologie qui avait très très bien commencé avec la fin, donc le tome 2 du Roi Berger de Rachel Gillig, Deux couronnes corrompues. Pour l'instant, j'en suis à la moitié et je n'ai pas grand chose à en dire. Ça nous reprend exactement où le premier tome nous avait laissé, c'est-à-dire dans une mouise absolument noire, n'est-ce pas? Je ne vous résume pas le tome 2, je vous fais un rapide résumé du tome 1. Imaginez un royaume, tout autour de ce royaume, une brume, et si tu restes trop longtemps dans cette brume, tu peux être infecté par la magie. La magie, bouh! Ah, on n'en veut pas, le royaume vraiment il est... non, magie nulle. Donc en général, il chasse les gens qui ont été infectés par cette magie et ils détruisent toute sa famille. T'as qu'à faire. Notre héroïne, Elspeth, a été infectée par la magie il y a de ça une dizaine d'années, et alors qu'elle essaie de cacher son infection au royaume, elle va se retrouver confrontée à la royauté, et surtout au neveu du roi Riven Dif. Il y aurait moyen peut-être un jour de lever cette malédiction de la magie qui traîne autour du royaume grâce à un jeu de tarot qui a été initié et inventé par le roi Berger, donc le premier roi du royaume. Donc notre héroïne Elspeth va se retrouver mêlée à tout ça, un peu malgré elle, on est d'accord. Je me souviens vous avoir dit pendant ma lecture du premier volume que le début et le résumé, je trouvais ça vachement brouillon, il y avait beaucoup d'éléments. Et c'est exactement chaque petite touche de l'univers que Rachel Gillig a mis en place, c'est exactement le genre d'histoire que j'aime. Avec des personnages corrompus, il y a des nuances de gris absolument partout, à commencer par la brume, bien sûr. Non, franchement, un gros coup de cœur pour ce premier volume, et j'espère que la fin de la duologie saura être à la hauteur de ce premier volume. Oh, je suis au taquet, moi, hein, si jamais, vous n'avez pas compris. Moi, je suis requinquée. On a eu chacun une belle semaine de vacances. Du coup, t'es... Bon là on projette déjà évidemment les prochaines, mais j'ai des chouettes week-ends qui m'attendent aussi. Je pars à Annecy à nouveau, oh là là, mais cette fois avec Anaïs et Pauline. Puis nous partons en Allemagne, enfin juste à la frontière Allemagne-Suisse pour un mariage à la fin juin. Puis normalement je dois avoir Alicia qui vient en Suisse pour le festival Book Lovers qui aura de nouveau lieu à Lausanne mi-juin. En même temps, plus ou moins en même date, je repars à Paris pour aller voir le show beau livre. Je crois que je vous en parlais au début de ce vlog. Je sais déjà plus ce que je racontais au début, donc c'est bien joué. Et ensuite, on est déjà quasi les vacances scolaires, début juillet.
Est-ce qu'on peut me dire où est-ce que 2025 est en train de filer? Je me rappelle encore avoir dit en début d'année que je trouvais que mes week-ends étaient blindés, que je faisais plein de choses, que je voyais plein de monde. Et là, c'est pas que c'est en train de se tasser, mais c'est en train de... Voilà, il y a un petit peu moins, on a plus de week-ends un peu pour nous, tout en ayant, tu vois, des petites choses comme ça qui viennent se ponctuer là au milieu. Et c'est trop bien, voilà. On a vraiment toujours ce petit truc-là. J'ai enfin fait un choix aussi sur peut-être une prochaine lecture commune que nous allons faire avec ma maman. Comme ça, moi je le lirai sur liseuse, je lui filerai la version papier. J'aimerais bien qu'on le lise plus ou moins en même temps pour pouvoir vous faire des petits updates lecture. Alors, je pense que les jeudis, oui, mais ça aura lieu qu'une fois parce que je nous connais, je sais exactement comment on est et on va le lire bien trop vite. Enfin, elle en tout cas, elle a un rythme de lecture qui... Là, il est 5 heures, je vais me poser un peu, bouquiner. Mon mercredi, il a une de ses gueules. Non mais je vous jure, il est beaucoup trop rempli, ça me va pas du tout. Non, en fait, je regarde comme ça, je me dis, oh, mais c'est fou, pourquoi j'ai tout ça? Mais en fait, ça va, c'est pas des choses qui prennent beaucoup de temps, c'est juste qu'il faut vraiment que je me les note pour pas les oublier et les faire. C'est tout. Mais techniquement, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Oh, mais on est plutôt bien parti et je suis aussi très contente de voir, j'avance bien sur mon cochage de pioche de lecture du printemps. J'avais franchement pas trop mal... évaluer la taille de cette pioche. Alors bon, j'ai rajouté 2 livres qui n'étaient pas prévus à la base. C'était le premier tome de Heartless Hunter que j'ai fait en lecture commune avec Alicia et Emily, et la petite boutique des sortilèges, qui là, bah voilà, était une sortie et que je voulais lire absolument dès sa sortie, que je n'ai donc pas fait poireauter dans ma pioche, ce qui fait que j'en ai rajouté 2. Mais franchement, ça avance bien. Je pense pas que j'aurai le temps finalement de tout lire. Mais je devrais être sur quand même un peu moins de livres qui ne seront pas sortis de la pioche que d'habitude. J'ai bon espoir aussi que la pioche estivale ressemble plus ou moins à ça. Je crois qu'il y a quand même 3-4 livres en plus peut-être. Mais c'est le mois des vacances, c'est le mois où je suis beaucoup dehors. Et quand je suis beaucoup dehors, sur ma terrasse et tout, je lis beaucoup plus. Voilà. J'ai vraiment cette faculté, je trouve, quand tu es dehors, de beaucoup plus me mettre dans ma bulle. J'en ai une vraie de bulle, donc ça aide, évidemment. Mais non, mais je sais pas, il y a un truc où je savoure beaucoup plus mes instants de lecture quand je suis dehors, alors que j'ai un coin hyper cosy à l'intérieur où je peux bouquiner tout ce que je veux. Tout ce qui pourrait potentiellement être fait à l'intérieur, je l'ai sous le nez. Tu vois, même quand je suis là, je vois, je visualise, je me dis, ah oui, mais ça, attends, mais tu sais quoi, peut-être vite que je rentre ceci et que je range cela et que... Alors que dehors, c'est dehors. Je m'occupe pas de ce qu'il y a dedans quand je suis dehors. Et j'ai que la vision de mon jardin, tu vois, où je ne fais rien de spécial à mon jardin. Donc ça va bien, tu vois, j'ai rien qui me stresse, on va dire, en étant dehors. Et c'est pas que mon intérieur me stresse, c'est juste que tout est toujours perfectible, je trouve. J'aimerais avoir beaucoup plus ce lâcher prise. Et pourtant, j'y travaille depuis de nombreuses années maintenant, vivant avec quelqu'un qui n'est pas du tout sur le même... niveau de rangement que moi, tu apprends. Tu apprends. Lui aussi apprend, on apprend tous les deux. En général, avant de me poser pour lire quand je suis à l'intérieur, je fais en sorte que mon intérieur soit OK avec le fait que je lise. Il faut qu'on parle d'un truc. Bonjour à vous, nous avons lu, avec 1 mois et demi de retard, Hunger Games. Alors, qu'as-tu pensé de ce tome bonus entre les tomes ? Fanservice / Merci et Mitch. J'ai adoré. Pour moi, c'est du vrai Hunger Games pur et dur. 50e en plus, c'est des bâtards parce qu'ils prennent 2 fois plus de tribus. Ouais. Donc beaucoup de personnages, mais étonnamment, c'est pas paumé du tout. Hein. On non, suit beaucoup le 12, bien sûr, hein, comme d'hab. Comme d'hab, t'es beaucoup dans le 12, même après t'as ces alliances. Voilà, absolument. Tu vois 1 ou 2 carrières qui sont un peu problématiques et chiants. Particuliers. Voilà. Mais sérieusement... Sincèrement, le livre est très bon, mais je me réjouis énormément de voir le film. C'est vrai que, alors, ce que Hunger Games a toujours su faire pour moi, quand on a découvert les livres et tout, enfin, je pense qu'on est beaucoup à être tombé amoureux de cette trilogie à l'époque où elle est sortie, et quand les films sont sortis, c'est vraiment des très bonnes adaptations. On les a revus là il y a pas longtemps, en tout cas le premier, on l'a revu, et ça faisait longtemps que moi je n'avais pas revu le premier. Et c'est toujours waouh quoi. C'est super prenant. C'est super prenant, puis même si tu sais que techniquement, vu que tu suis le héros ou l'héroïne, il est censé rien lui arriver, ben putain, en fait, t'as peur parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'ils ont des alliés, mais tu sais qu'ils vont pas pouvoir garder ces alliés et que ces alliés, ils vont devoir mourir à un moment donné. Et... Oh,
c'est ça qui est horrible. Parce que Mitch, 17 ans, il sait pas qui va être le futur gagnant, le futur Mais nous, on mentor le sait. de Katniss. Et du coup, c'est ça qui est super prenant parce que il se passe énormément de choses. J'ai adoré le quatuor du 12. Ouais. Les 4 sont vraiment bons. Les 4 persos sont vraiment attachants. Et elle a bien écrit son truc parce que on retrouve plein de petits clins d'œil à Katniss, il y a plein de clins d'œil au 12, des personnages qu'on connaît, etc. Ouais. Franchement, si vous avez lu les 3 autres, c'est un passage obligé, quoi. Ouais, autant certains d'entre vous m'avaient demandé, mais est-ce que du coup il faut avoir lu la balade du serpent et de l'oiseau chanteur? Là, ça c'est pas nécessaire parce que franchement il est pas fou. Enfin non, moi je l'ai pas aimé. Regardez le film, au pire c'est plus vite fait. Ouais, regardez le film, au pire c'est plus vite fait, c'est totalement vrai. C'est pas que ça m'intéresse pas de savoir la background story, donc l'histoire d'un méchant. Enfin j'aime bien d'un côté, ça, voilà. Parce que je trouve que Suzanne Collins en a pas fait, selon moi, un personnage que à la fin on se dit oh ben en fait j'ai un peu de la peine pour Snow à la fin de son film. Non mais à la fin de son histoire à lui. On est d'accord ou pas? D'accord. T'avais trouvé? C'est le champion du monde des bâtards, Oui. toute catégorie. Là, ça nous le reprouve encore une fois. Mais je trouvais que peut-être certains avaient trouvé que dans la balade du serpent et de l'oiseau, ça laissait peut-être un peu trop sous-entendre qu'elle voulait redorer un peu le blason de Snow. Alors qu'au contraire, moi j'ai bien aimé qu'on découvre l'histoire de Snow et voir que, en fait, il aurait pu bien tourner. Et il a décidé de se... En fait, le gars, c'est un incel. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas sûr qu'à un moment, il ait voulu bien tourner, en fait. Ouais, un petit peu, peut-être, quand même. Pas. Parce que, sans spoil, hein, s'il n'y avait pas toute l'histoire qu'il y a dans le livre, je pense pas qu'il se serait devenu une personne meilleure. Peu de chance. Il y a des choses qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est, mais il y a des choses où, clairement, il aurait juste pu pas tourner comme ça. Et qu'il a décidé, par facilité, il a un problème de devenir un connard. Sur le 12, quoi. Non, mais il a décidé de devenir un connard. En fait, il s'est dit, je peux devenir la plus grosse ordure de tout Panem, et je vais l'être. Et il l'est devenu. Et il est devenu président de Panem quand même pendant très 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 longtemps. Parce que suit une arène aussi qui va être magnifique à l'écran. Ouais, elle va être belle. Hein. Je me réjouis aussi de voir s'ils vont montrer les arènes de certains autres avant. Tu vois, genre de Beatty, de Wiress, de Max, des personnages qu'on voit, d'autres gagnants, quoi, ouais. Non, vraiment, je sais que certains hésitaient à le lire. Ben, nous, on a passé un très bon moment. On l'a lu doucement, parce que je le lisais à voix haute, donc voilà, mais enfin... Ma faute. Non, pas ta faute, non. Mais d'un côté, moi j'ai bien aimé l'apprécier aussi, tu vois. Absolument. Garder un peu ce suspense de soir en soir. Il y a des jolis cliffhangers, il y a des jolis... Il y a clairement des moments où on s'est dit « Non, viens, on lit encore un peu, parce que... » Les chapitres d'arène sont très prenants. Voilà, et ça, je pense que c'est une des phrases que je préfère. Ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. Et j'espère que si elle nous refait un Hunger Games, parce que franchement il y en a d'autres qu'on aimerait voir, moi j'aimerais découvrir ceux de Annie, ceux de Finnick, ceux de Johanna, enfin je veux dire il y a eu des gagnants qu'on a appris à découvrir par après, qu'on aimerait bien savoir comment ils ont gagné et quelles ont été leurs expériences, et ça nous éloignerait un peu du 12 peut-être aussi. Oui. Ce serait pas mal. Oui, pour voir aussi, parce que moi je serais curieux par exemple de savoir comment ils vivent dans d'autres districts. Ouais, c'est ça. Parce que le district 12, on très comprend survolé que c'est, quoi, dans les trucs. Donc, Suzanne Collins, si tu nous regardes, ça nous intéresse. Ce sera pas le cas, mais si jamais t'as pas d'autres idées et que tu sais pas trop quoi faire de tes soirées, voilà. Ah ouais, on est jeudi, c'est mardi. Qu'est-ce que j'ai à faire moi? Nettoyer ma salle de bain, faire la lessive. Et c'est un cours, j'adore. J'ai un cas de conscience avec la lessive en ce moment. Mais attendez, faut que je vous pose parce que là, tous mes trépieds se sont barrés ailleurs. Et du coup, je vous tiens un bout de bras. Est-ce qu'on n'a pas un petit à l'ancienne là? Un petit tas de livres là qui traînent? Est-ce que là... Eh ben non. Mais attends, on va trouver tout ça alors que ce serait plus simple que je me lève pour aller chercher un trépied. Tu connais ma flemme légendaire? Cas de conscience pour la lessive, je rappelle, parce que des fois il y a des gens, ça les interpelle un petit peu. Nous on est dans un petit immeuble, on est 4 appartements, donc on a une buanderie commune. Personne n'a de machine à laver dans son appartement. C'est très très courant en Suisse que les immeubles, même les très grands, hein, l'ancien où on était avant, on était beaucoup de locataires sur la même buanderie. Et donc tu as ton jour de lessive qui est prédéfini dans la semaine. Alors quand tu es dans un très grand immeuble comme on avait avant, c'est pas trop pratique. Voilà, parce qu'on avait donc un jour à dispo la buanderie toutes les 2 semaines. Donc faut bien gérer, surtout quand t'as un bébé, faut bien gérer tes lessives. Et là ici, ce qui est bien, c'est que comme on n'est que 4 appartements, tu vois, sur 7 jours, ça va. Mais on a quand même toujours tous notre jour prédéfini. Moi, c'est le jeudi. Depuis qu'on est arrivé, j'ai changé pas mal de fois mon jour. Parce qu'à chaque fois, je me rendais compte qu'en fait, ça me saoulait. Typiquement, au début, j'avais le dimanche.
C'est très chiant, le dimanche, c'est pas... Voilà. Ensuite, j'ai eu le samedi, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je préfère faire les lessives le samedi. Bon, en fait, c'est chiant aussi, voilà. Donc j'ai changé sur le jeudi, c'était tous des jours qui étaient déjà libres, donc je pouvais au pire bouger, tu vois. Donc je demandais juste à mon concierge de bouger mon jour sur le planning. Je me dis, ok, c'est mon jour de congé, donc clairement, j'aurais mieux à faire que faire des lessives, mais les autres jours où Vincent pourrait faire la lessive, ben, c'est déjà d'autres locataires qui les ont. Donc j'ai pas envie de faire bouger tout le monde, tu vois. Là, l'autre jour, je me faisais la réflexion, je disais à Vincent, bah en fait, ça m'arrangerait bien d'avoir le mercredi. Parce que le mercredi, je suis en télétravail. Et ma chef, elle est totalement ok que on prenne 5 minutes pour, tu vois, aller faire un switch de machine, quoi. C'est vraiment pas le problème. Mais ce qui est bien, c'est qu'en effet, je suis toute la journée à la maison. Je veux dire, mercredi, je bouge pas, tu vois. J'ai rien à faire de spécial à part travailler. C'est déjà bien, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est vrai que ça serait pratique le mercredi, mais le mercedi, bah, j'ai des voisins qui sont déjà sur planning. Là, j'ai un petit cas de conscience quand même. Vincent m'a dit qu'il irait demander, mais il a toujours pas demandé. Et vous savez à quel point je suis à l'aise d'aller parler avec des gens. C'est mes voisins depuis 3 ans maintenant. Donc je les connais bien. Enfin, je veux dire, on se connaît, on se croise, on se salue, on se tutoie. Enfin, voilà. C'est pas mes potes, mais enfin, c'est mes voisins. Et on a une bonne entente. Mais j'ose pas aller demander si ça les intéresserait de switcher de jour, tu vois. Parce que clairement, enfin, j'en sais rien, je sais qu'un des autres apparts, par exemple, qui ont le mardi, je vois bien que eux, le mardi, ça les arrange. Parce que le mardi, ça turbine, quoi, les machines. Donc je me dis, bon, bah, je vais leur laisser leur mardi, tu vois. Alors que clairement, le mardi, ça pourrait être cool, parce que ça veut dire que c'est Vincent qui s'en occuperait. Bref. Donc là, on est jeudi, c'est mon jour. Je descends avec mes affaires de lessive, Vincent me descend la seille de linge sale et tout. Et, bah, il y a leur linge qui est encore en train de sécher sur les fils. Alors que bah, ça dit bien que c'est de 19h à 19h. Donc en fait, ils l'ont depuis 19h le mardi soir jusqu'à 19h le mercredi soir. Voilà. Et moi, pareil, en fait, hier soir, si j'avais voulu commencer mes machines à 19h, bah j'aurais pu, tu vois. Ce que je fais jamais, parce que clairement, j'ai la flemme de commencer mes machines tard le soir. Mais j'aime bien, par contre, le matin, quand Alice se prépare pour aller à l'école, descendre déjà et commencer la première machine. Tu vois, ce qui, quand même... me permet de finir assez vite le matin, j'en ai 2, 3 maximum à faire, comme ça après je suis tranquille. Et sauf que là, ben, je lance ma première machine et je vois que leur linge est toujours en train de sécher. Donc je me demande, mais quand est-ce qu'ils ont lancé cette machine, tu vois? Est-ce que... Enfin, moi je vais avoir besoin des fils, quoi, en fait, à un moment donné, tu vois. Bref. Et là, tu vois, je me suis rappelé, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait ça les arrangerait pas d'avoir un autre jour de lessive? Parce que si peut-être que le jeudi ça les intéresse, ou le vendredi, ou enfin je sais pas, surtout que la machine elle est libre 3 autres jours dans la semaine où ils pourraient le faire, donc si ça les arrange pas le mercredi, moi je leur prendrais volontiers leur mercredi. Bref. Mais comme je suis gênée et timide, comme pas possible d'aller leur poser la question, j'en ai parlé à Vincent, et il m'a dit « Ah ouais, mais moi je peux leur demander si tu veux ». Et sauf que, il a toujours pas demandé. On en est là. Je pense qu'il a oublié surtout. Je n'en ai pas vraiment reparlé, je pense qu'il faut que je leur reparle. Bref, aujourd'hui j'ai une mission, j'ai trop envie de faire des roulés à la cannelle. Parce que l'autre jour, je me rends chez Aromakos, et que j'adore parce qu'il y a plein de trucs naturels, enfin plein, vraiment, ils ont plein de trucs un peu zéro déchet, durables, etc. Et ils ont des trucs super cool, vraiment, j'y vais un peu trop souvent, des fois c'est un petit peu cher, donc je me retiens quand même beaucoup, mais... Ils sont en collaboration avec la boulangerie Brut. Et cette boulangerie, elle a la particularité d'avoir donc leur boulangerie laboratoire où ils font leur pain et leur viennoiserie. Ils ont un café en ville et ensuite ils sont partenaires avec plein d'autres points de vente qui vendent leurs produits. Et donc je découvre que Aromakos est en partenariat avec Brut. Et j'arrive chez eux là l'autre jour pour rien avoir, hein, je suis pas du tout venue chercher ça. Oh, il restait des roulés à la cannelle. Ils font des roulés à la cannelle. Moi, je connais pas beaucoup de boulangeries qui font comme viennoiserie des roulés à la cannelle. Et pourtant, ce serait mon rêve de débarquer dans une boulangerie comme ça, et oh waouh, des roulés à la cannelle, tu sais, puis d'en prendre. Mais non, parce qu'il y a jamais personne qui fait ça. Et donc, vendredi, j'ai eu ça, et j'étais là, oh, ça m'a fait mon 4 heures, j'étais refaite, quoi, tu vois. Et sauf que le problème, c'est que maintenant, ça m'a donné envie d'avoir, tu vois, toujours des roulés à la cannelle. Ça, voilà. Et... j'ai toujours eu la flemme de faire cette pâte à brioche de rouler à la cannelle parce que c'est long à pétrir. Vraiment, c'est super long. Au début, que j'en faisais, je me souviens, je disais « Ah, ça me dérange pas parce que finalement, ça me fait un peu les bras. » Non, mais en fait, ta gueule, Janine. Désolée pour toutes les Janines. Non, t'aimes pas ça. Arrête, ça me saoulait, donc j'en faisais pas beaucoup. Voilà, j'en faisais vraiment de temps en temps quand j'étais vraiment motivée. Quand on a vidé l'appartement de mes grands-parents, j'ai récupéré un truc trop bien. Faut que je vous montre. J'ai récupéré ce petit machin là. C'est un robot.
Alors, je sais pas ce qu'il vaut par rapport à des KitchenAid, etc. Mais pour moi, il fait le job, tu vois. Donc, ça, franchement, pour l'avoir retesté hier en faisant des brookies, vous savez, le mix cookie et brownie, c'est un mix que j'aime beaucoup faire, vraiment, j'aime beaucoup cette recette. Et ben, voilà, tu sais, j'ai réalisé que, maintenant, en fait, ma pâte, je la fous dans le truc, je mets le machin pour que ça touille tout seul et que ça pétrisse tout seul. Et that's it. Pendant que ça tourne, moi, je fais autre chose, en fait. Alors bien sûr après il y a toujours le temps de pouce, le temps de machin, c'est toujours assez long. Voilà, donc mission de ce matin, il faut que j'aille racheter des œufs et du beurre. Surtout du beurre, parce que j'en ai plus du tout. La levure, j'en ai, du lait, de la farine, ça c'est pas un problème, j'en ai toujours. Et puis voilà, on va faire des roulés à la cannelle aujourd'hui. Donc moi j'adore tester des recettes, me demandez pas d'avoir ma recette idéale, parce que en fait moi je chope tout sur Pinterest tout le temps, parce que j'aime bien tester des recettes un petit peu différentes. Et là, il y en a une qui proposait dans sa recette, alors elle fait une version vegan avec de l'huile de coco et tout, moi je vais pas faire une version vegan, donc je vais mettre du beurre. Mais elle, ce qu'elle fait, et ça m'a travaillé après, je dis mais pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça? En fait moi j'en fais 8-9, tu vois, après des roulés à la cannelle, et je me dépêche un peu de les manger, tu vois. Et souvent les derniers, ils sont plus super funky, tu vois, même réchauffés, ils sont plus trop, voilà. Et elle, en fait, elle est pas bête, mais moi, franchement, je réfléchis pas assez des fois. Elle les congèle. Elle les cuit et tout, et après elle les fout au congélateur. Et puis quand elle en veut un, elle le sort, elle le met au micro-ondes, ou un moment au four, et... putain, pourquoi j'ai jamais pensé? Parce que Vincent n'aime pas, Alice oui, mais du coup on est que deux quand même à en manger, on va pas en 2 jours en bouffer 9, tu vois. On se récap, hein, mais c'est pas le but. Le but en fait que j'aimerais c'est en avoir de temps en temps à prendre avec moi, typiquement pour le bureau. Parce qu'au bureau j'ai besoin, tu sais, d'un truc un peu de réconfort. Tu vois, dès que tu te réjouisses de prendre ta pause par exemple, que t'aies ce petit moment un peu genre ouh, avec ton petit thé, ton petit roulé à la cannelle, ta lecture. Tu vois, tu dois créer aussi, même dans des endroits qui le sont peut-être un peu moins, des moments un peu cosy, tu vois, un peu doux comme ça, qui te réconfortent et tout. Je trouve que c'est super important. Ça fait peut-être un peu cliché, mais moi je trouve ça super important, ok? Et là, je trouve que franchement, ça s'y prête vachement d'avoir un roulé à la cannelle que tu prends avec toi. J'ai un four au micro-ondes au bureau, tu vois, donc vraiment, il y aurait de quoi faire. Donc, je vais tester ça. Et j'ai tenté un truc. Je crois que j'aime assez. J'ai osé faire ça. Non mais... Oh là là. Les filles qui ont des cheveux bouclés. Je me suis lavé les cheveux. Non, sans déconner. Et j'ai coiffé mes boucles. Genre je les ai séchées et tout. Tu sais, j'ai fait leurs petits soins et tout machin. Et après, je suis venue coiffer. Mais je crois que j'aime bien en fait. Ça fait des boucles un peu moins serrées, mais ça fait aussi... J'ai moins de frisottis du coup. Parce que moi, alors, j'arrive pas à gérer mes frisottis. J'ai beau faire toutes les astuces de toutes les meufs que je vois sur YouTube, sur Insta et tout, qui montrent les trucs astuces anti-frisottis, blablabla. Chez moi, rien ne fonctionne. Je veux dire, Et puis, alors, franchement, flemme ultime de faire le truc là de... Tu sais, définition de tes boucles, limite mèche par mèche, quoi. Parce que vraiment, j'ai l'air d'avoir le temps de faire ça. Non, non. Donc écoutez, j'aime assez, il y a un peu moins de frisottis du coup, et mes boucles elles sont pas tant parties que ça en fait. Elles sont un peu moins plumpy peut-être, mais ça me déplaît pas trop. Petite vibe d'années 80 peut-être aussi. Écoutez, j'aime bien. Faut que je vous montre mes cinnamon rolls. Regarde comme ils sont beaux et comment ils sont énormes. Oh là là, ça va être trop bon ça pour les 4 heures. J'ai hâte qu'Alice elle rentre, juste pour pouvoir dégommer 2 directs, tu sais. Bon, à chacune, hein. Voyons. Les petits oiseaux qui chantent. Oh. No. J'ai fini. C'était très bien. Franchement, jolie fin, bonne fin. J'ai beaucoup aimé que 2 personnages qui étaient vraiment très secondaires dans le premier tome deviennent des personnages principaux dans le deuxième. Donc on a un petit peu 2 groupes qui se scindent et tu vas suivre un duo puis tu vas suivre un autre petit groupe. Donc certains personnages que tu as un petit peu trop survolés deviennent importants, deviennent principaux et ça j'ai beaucoup aimé. Par contre c'est un tome 2 je trouve très convenu. Il est pas mauvais, il va dans la continuité du premier, il clôture très bien cette série, mais il n'y a pas de réel surprise. Est-ce qu'on pouvait vraiment en attendre autre chose? Moi j'ai toujours envie d'attendre autre chose d'un livre, j'ai toujours envie que l'auteur ou l'autrice me surprenne, m'apporte quelque chose, un truc que j'ai pas vu venir, qui me... Voilà.
Bon, ben le premier tome a fait tout ça. En fait, c'est ça qui me turlupine un peu, c'est que je me dis, waouh, mais le premier volume était tellement incroyable, et extraordinaire et innovant, et avec un truc, ouais, une construction de monde que j'ai beaucoup aimé, une fin aussi qui était un peu osée, j'ai trouvé, et qui m'a énormément plu, du coup, par ce côté, ben, j'ose faire ça avec mes personnages, alors que je pense que les lecteurs et lectrices vont un peu être... vont se dire mais non, mais on peut pas les laisser comme ça. Bah là où le tome 2 vient un petit peu adoucir tout ça, vient arrondir les angles, alors sans trop ménager nos persos non plus, hein, ils vont douiller, ils vont forcément se manger quelques grosses gamelles, quelques trahisons, etc. Donc c'est pas que c'est un joli chemin tranquille vers la résolution de leurs problèmes, mais disons qu'à la fin il y a la résolution du problème, voilà. Mais ça, c'était bien, et j'ai beaucoup aimé que ce soit en 2 volumes, et les 2 m'ont beaucoup plu, mais je garde un petit coup de cœur sur le premier. Donc j'ai commencé plus ou moins en même temps, oui parce que je l'ai commencé en audio, je l'avance aussi un petit peu en papier. Alors j'ai enlevé la jaquette, encore une fois parce que c'est plus pratique pour lire. J'ai commencé La Première Née de Amy Harmon. Donc ça c'était un livre que les éditions Charleston m'avaient envoyé l'année dernière quand il est sorti. Comme à chaque fois en fait, je remercie grandement les maisons d'édition de bien vouloir m'envoyer des livres, de me solliciter pour des SP, mais le SP ne veut pas dire que je vais lire le livre quand il sort. Je lis le livre comme tous les livres que j'achète, que je ramène chez moi, quand j'en ai envie. Voilà. Il n'y a pas de deadline selon moi à tenir, il n'y a pas d'enjeu à ce que je lise ce livre maintenant, plus tard. En plus, bah, moi je trouve que je le lis pile au bon moment parce que si vous avez envie de vous le procurer et de le lire, parce que l'histoire est vraiment très bonne en plus, bah il vient de sortir en poche. C'est pas trop cool ça ? Voilà, donc moi je trouve que c'est très chouette. Après que la hype soit passée, j'aime beaucoup parler de livres juste quand j'ai envie de parler des livres, finalement, parce que des fois, bah, ça peut redonner un petit intérêt à certains bouquins qu'on a un peu laissé passer, ou qui n'ont peut-être pas retenu toute l'attention, ou dont on a peut-être beaucoup parlé à un certain moment, puis ensuite plus du tout, et c'est pas non plus, je pense, une démarche très bonne. Après, je suis pas marketing digital, je suis pas du tout dans la promo, enfin, oui, on pourrait croire de par tout ce que je fais sur internet, mais j'ai pas fait d'études là-dedans, en fait. J'ai pas un papier qui dit j'ai fait des études dans comment on fait de la pub autour de soi. Moi, j'ai appris en faisant ça, voilà, sur le tas. Et ce que j'ai pu retenir de toutes ces années à faire de la promo de livres de façon totalement personnelle et aléatoire selon mes envies de lecture, c'est que il n'y a pas de vraies règles. Alors je pense que plein de gens qui sont dans le marketing me diraient si, on a appris des trucs quand même, on peut observer des tendances, que si tu places les bons moments pub, les bonnes collabs à tel ou tel moment, ça va faire émerger le truc. Et je vous crois. De mon côté, je parle avec mon point de vue de lectrice et qui fait ça depuis certes très longtemps, donc j'ai un peu une mini-expertise de par le temps que je suis là, et de ce que je récolte aussi ensuite en commentaires et en messages privés de la part de vous, lecteurs et lectrices qui me regardez et qui partagez peut-être vous aussi vos lectures sur vos propres réseaux. Mais je sais qu'on est aussi beaucoup à être dans ce cas-là. C'est que pour moi, la pub massive d'un article, d'un ouvrage, en l'occurrence d'un livre, ça ne va pas forcément attiser ma curiosité. Ça va plutôt faire l'inverse. Je vais surtout me dire, pour qu'il y ait autant de monde qui le lise et qui en fasse la promo maintenant, je trouve ça bizarre. Après, je comprends, ces gens-là sont certainement, en tout cas je l'espère pour la plupart, payés pour le faire. Ils ont signé un contrat ou un devis disant qu'ils en parlaient dans tel laps de temps, que c'est en accord avec la maison d'édition. Donc eux, en l'occurrence, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils font ce qu'on leur demande, ce pourquoi on les a engagés finalement. Donc moi j'ai aucun problème avec ça, j'en ai aussi fait. Par contre, de voir partout, tout le temps le même livre, ou je prends n'importe quoi d'autre, à un moment donné, ça va me faire justement l'effet inverse, et de me dire, en fait, je le vois tellement partout, j'ai tellement l'impression qu'on m'a raconté 1000 fois son résumé, que j'ai l'impression que je l'ai lu sans le lire, et ce qui fait que j'ai, du coup, pas du tout envie de le lire. Donc ça fait un peu l'effet inverse, mais bon, on n'est peut-être pas beaucoup à qui ça fait ça, et qu'au final, ce qu'on va appeler ça du matraquage. Mais oui, le pseudo-matraquage que vont faire les maisons d'édition avec la sortie de leurs bouquins, ça va fonctionner sur beaucoup de gens, et donc il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter, le lire à leur tour, etc. Donc, voilà, je ne sais pas, encore une fois, j'établis un constat personnel. Tout ça pour en venir à quoi? Oui, pour en venir à La Première Née, qui m'avait donc été envoyée par les éditions Charleston, et
Le chat s'est tout fait à moitié. Tout va bien. Non, elle va bien. Un truc qui passait pas. Chacun a sa technique, a sa façon. C'était peut-être là où je voulais en venir, je sais plus. Bref, du coup je repars dans une autre direction, c'est pas bien grave. Au départ, je me souviens que j'acceptais beaucoup de services de presse et j'acceptais beaucoup, d'un commun accord, le délai qu'on m'imposait pour lire le livre, alors qu'on m'avait juste envoyé le livre. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué, je pense. Il y en a très certainement qui continuent à peut-être rester un peu dans ces clubs de lecture où on t'envoie tant de livres et tu dois les lire dans un temps imparti. Moi, j'avoue, c'est pas du tout ce que j'aime. Voilà, je l'ai fait pour certaines maisons d'édition à l'époque et bah, souvent j'étais stressée, ça me plaisait pas. Enfin, j'avais l'impression de devoir rendre un devoir dans les temps, alors que purée, j'avais quitté l'école exprès pour plus subir ce genre de pression débile, quoi, tu sais. Donc déjà, t'en as à l'école, t'en as dans ton travail, si en plus, dans ce que t'aimes faire sur internet, t'en as aussi. Bon, bref. Après, on a commencé gentiment avec notamment Émilie, Nine, à essayer de déployer un peu plus le partenariat rémunéré. Surtout elles ont vraiment beaucoup fait, je trouve, à l'époque, pour que les maisons d'édition commencent à proposer rémunération contre un service rendu, contre un travail rendu. Donc tout ça s'est quand même beaucoup démocratisé avec le temps et avec aussi les refus, voilà, de la part de certains et certaines d'entre nous à lire des livres dans des conditions gratuites. Voilà, tout simplement, parce que t'as le droit de dire oui, mais alors tu sais dans quoi tu t'engages, mais t'as aussi le droit de dire non. Je prends des vraiment grosses maisons d'édition, hein. Je sais que des fois il y a des petites maisons d'édition, des auto-édités qui ne peuvent pas, voilà. Mais alors dans ce cas-là, moi j'ai toujours deux réponses possibles. C'est soit on construit un partenariat ensemble, et donc là, il va y avoir une rémunération, vous me donnez un timing dans lequel vous voulez que je poste ma chronique, que je lise le livre, que je fasse la promo finalement de l'ouvrage, il y a aucun souci, mais c'est préétabli, tu vois. Ou alors, pas le budget, ce que je comprends, ça peut aussi arriver, mais le livre m'intéresse quand même, donc je veux bien recevoir le service de presse. Et qu'importe le format, ça peut être même un e-book, parce que vraiment pour certaines maisons d'édition c'est plus compliqué d'envoyer peut-être des services presse papier, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, par contre, je ne m'engage pas à lire le livre quand l'exige la maison d'édition. Je lis le livre certainement, il y a forte chance que je vais le lire, mais je sais pas quand. Voilà. Et là, par exemple, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce volume-là de Amy Herman, donc la première année. C'est que le précédent qu'elle avait sorti, donc dans Le Murmure du Vent, je crois, on avait fait un partenariat avec Charleston, donc là c'était prédéfini. J'avais commencé à lire le livre avant de dire « Ok ». Ça aussi c'est une chose que vous pouvez faire. Des fois j'ai refusé des partenariats parce que j'étais pas sûre d'aimer le livre. Il y a des livres, des fois je sais d'avance que ça va le faire, tu vois, donc je peux un petit peu me mouiller en disant « Je pense qu'on peut y aller, il devrait pas trop y avoir de problème ». Voilà. Mais c'est un risque, parce que si t'aimes vraiment pas le livre, tu fais quoi? Tu décides de ne pas en parler, tu décides de casser le contrat, tu décides d'en parler quand même, mais tu sais que la maison d'édition, elle va quand même vouloir que t'en parles du mieux possible. Je comprends une maison d'édition qui n'a pas envie de payer quelqu'un qui va descendre le livre en flammes, c'est pas le but non plus. Voilà. Donc il y a toujours un peu deux poids deux mesures. Moi je mets dans mes clauses que de toute façon je vais parler du livre avec mes propres mots, que ce que je vais en dire ne peut pas être retouché, retravaillé. Ça, c'est un petit peu des codes que je tiens à garder quand même. Et du moment que la maison est d'accord, elle signe et c'est d'accord. Par contre, ce que j'ai déjà eu fait pour des titres où j'étais beaucoup moins sûre, ça a été le cas pour le Amy Herman à l'époque, ça a été le cas dernièrement pour un autre titre dans une maison d'édition, où donc le Amy Herman, je le commence, ça commence vraiment très bien, et je me dis, bon, j'ai atteint les 100 pages, j'ai envie de le continuer, on peut valider. J'ai pas fini le livre, mais je sais que je vais aller au bout, et j'aurai certainement des très bonnes choses à en dire. Donc, allons-y, je signe. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai adoré le livre d'ailleurs, parce que je vous en ai reparlé il y a pas très longtemps. Très bonne lecture, donc aucun souci. Ça m'est arrivé dernièrement avec une autre maison d'édition pour un titre où vraiment j'étais pas certaine. Je commence le livre et en effet au bout des 100 premières pages, donc vous savez que c'est un peu mon délai, je me rends compte que ça va pas le faire. Du tout. Donc là, je signale à la maison d'édition que je préfère ne pas poursuivre le partenariat, je préfère qu'ils gardent leurs sous pour quelque chose d'autre, et moi, ma foi, je ne parlerai pas de ce livre. Mais là, quand Charleston m'a recontacté pour celui-ci, donc la première année, premier réflexe de ma part, évidemment, c'est quand une maison d'édition me propose un service de presse un peu ponctuel comme ça, je fais pas partie du club Charleston, je fais pas... voilà, c'est de demander, c'est pourquoi du coup on fait un partenariat rémunéré, est-ce qu'on construit une OP là autour, ou pas. Et quand la maison d'édition me dit non, pour cette fois, on préfère pas, ou alors on n'a pas le budget, ou alors on l'a déjà mis ailleurs,
ben moi je comprends et je leur dis bah par contre si vous avez un SP à m'envoyer très volontiers parce que vraiment il m'intéresse. Si le livre m'intéresse pas du tout, je refuse tout, tu vois, je demande pas à ce qu'on me l'envoie, je demande pas rien, je refuse tout bonnement. Là, il m'intéressait quand même, l'histoire, franchement elle me branchait beaucoup et j'ai bien fait d'accepter parce que je passe un super moment de lecture là en l'occurrence. Donc voilà, j'ai digressé de fou sur cette histoire de partenariat alors que c'était vraiment pas prévu. Mais il me semble que c'est toujours un petit peu intéressant aussi cet envers du décor, voilà, comment tu choisis tes partenariats, comment tu... Et je suis contente, moi, de pouvoir avoir de temps en temps des partenariats avec certaines maisons d'édition. Charleston, je sais que c'est une fois de temps en temps. Ils m'ont contacté notamment pour le Kate Morton, et ça, j'étais vraiment très très heureuse. Bon, hein, allez, c'était bien joli, cette petite parenthèse sur les partenariats et le monde de l'influence. Ouh là là. Mais d'une petite beauté, non mais ce jaspage est absolument incroyable. Oh là 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 là. J'ai vu que le tome 2, du coup, était sorti, donc c'est la fin, normalement, le tome 2, Chronique de Saylock. Amy Hermon nous emmène dans une contrée nordique qui n'existe pas, qu'elle a, je crois, totalement inventée, en tout cas c'est ce qu'elle dit dans les remerciements, oui. Je sais, je devrais pas trop lire les remerciements tout de suite, parce que des fois, les auteurs spoilent leur propre livre, mais des fois je suis un peu trop curieuse, j'avoue. Elle nous embarque donc dans une communauté de différents clans qui, à chaque fois qu'un roi de leur île meurt, réélisent à tour de rôle, parmi les clans, les 6 clans qu'ils sont, un nouveau roi. Donc à chaque fois, le flambeau se passe, voilà, de clan en clan. Évidemment, ça a créé des petites bisbilles, des petites guéguerres par là autour, parce que certains meurent un peu trop vite, selon le goût de certains. Dans les premiers chapitres, et c'est ce que nous dit le résumé, et c'est ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est que je trouvais que le résumé était très parlant, et j'avais peur qu'il nous en dise trop. Et au final, en le commençant, donc j'ai commencé par l'écouter, mais après je l'ai aussi en version papier, mais avoir les deux supports, ça me permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite dans ma lecture. Je me rends compte que ce que nous dit le résumé, c'est finalement les peut-être 2 premiers chapitres, à peine. Je me dis, ah, ok. En fait, c'est après le résumé, qu'est-ce qui va se passer. Et j'aime beaucoup ces résumés-là, parce que ça t'intrigue pour le début, et ensuite tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et j'aime pas trop quand les résumés dévoilent vraiment presque la moitié du bouquin, et que du coup, en fait, tu lis, tu dis, oui, ça je le sais déjà, vu que je l'ai lu dans le résumé. Oui, bon, ça je le sais déjà, vu que... C'est un peu chiant. Ah. Oh, il y a les moutons qui sont appelés, là. Ouh, c'est l'heure de manger. Ils font trop rire, ces moutons, ils sont trop mignons. Nous avons Desdemone et Dagmar, qui sont frères et sœurs. Et Desdemone est une grande guerrière. Son père, c'est vraiment... c'est sa fierté, sa fille, quoi. Elle est incroyable, donc il décide de la fiancer, ou en tout cas de la faire se rencontrer avec l'un des chefs des 5 autres clans, pour vraiment former une alliance entre les 2 clans très très puissante. Son fils Dagmar, c'est un peu une autre histoire. C'est un garçon qui, lui, est plus attiré par l'écriture, par les runes, par toute la vie finalement que vont mener les hommes au temple, et qui, eux, se dévouent 100% à la vie un peu de moine, on va dire. On est dans une vision assez mélangée des religions. On a à la fois les dieux nordiques, mais on a quand même déjà le christianisme qui arrive, qui aussi fait partie des croyances de certaines personnes. Donc il y a vraiment un joli mélange de religions. Et sauf que Desdemone va totalement se faire avoir par Banrud, le chef de clan à qui elle était soi-disant promise. Elle va tomber enceinte, et en arrivant chez son frère, elle est sur le point d'accoucher, elle est mal en point, elle a complètement été répudiée, humiliée, et avant de donner naissance à son enfant, elle va prononcer une sentence, une malédiction pour l'île de Saylock. Elle va dire dorénavant, vu comment on nous traite, nous les femmes, eh bien plus aucune fille ne viendra au monde sur Saylock. Et donc le temps va passer, et en effet, plus aucune fille ne voit le jour sur Saylock. Si au départ les clans étaient contents d'avoir plein de garçons, petit à petit, ça commence fortement à poser problème. J'aime beaucoup Amy Hermon parce que c'est une touche à tout. Elle aime aller dans plein de directions différentes. Elle a écrit plein d'ouvrages qui n'ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. Et autant pour certains ou certaines, ça peut me faire un peu peur, parce que je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment bons partout? Est-ce qu'ils n'ont pas quand même un style de prédilection? Est-ce que voilà. Et au final, j'aime vraiment bien tout ce qu'elle a proposé jusqu'à présent. J'en ai lu quelques-uns et je crois ne jamais avoir été déçue. J'ai jamais eu non plus des coups de cœur absolument... voilà. J'ai jamais eu non plus des coups de cœur incroyables.
mais je peux quand même reconnaître que c'est des très bonnes lectures que je fais en général. Ce que j'ai vu comme commentaire sur celui-ci, et je peux aussi leur donner raison, je comprends, c'est que là j'en suis à la moitié, et c'est vrai que l'histoire est assez lente. C'est beaucoup de présentations, de personnages, un peu de leur train-train quotidien. On a tout à coup des petites intrigues qui sont plus intéressantes que d'autres, des personnages qui vont être un peu mis à mal, etc. Mais ça se tasse assez rapidement, pour retourner ensuite dans la vie finalement entre le temple, le royaume, les différents clans. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc qu'elle doit apporter, il y a vraiment quelque chose. Le tome 2 m'intrigue, je n'ai pas été lire le résumé de peur de me spoiler la fin de celui-ci bien sûr, mais déjà par son titre, donc là on a la première-née, le tome 2 s'appelle Le second fils. Voilà, évidemment ça me questionne un peu et je suis assez conquise pour l'instant, en tout cas de l'univers qu'elle a réussi à construire autour de, voilà, de ce temple, de ses croyances aussi, de ses personnages finalement, que j'aime beaucoup suivre. Donc je passe, écoutez ma foi, un bon moment. Clear as light on still water, I let him see how I feel. Bon, j'hésitais à continuer, je crois que je vais arrêter ce vlog ici en fait, parce que j'étais en train de le monter, je me suis dit, en fait il est déjà pas mal long. Donc c'est bon, t'as assez parlé visiblement. Ce matin, je me suis offert une petite séance d'écriture, ça faisait longtemps, et je vous avais parlé d'écriture dans une vidéo il y a un petit moment de ça, début d'année je crois que c'était, je perds déjà le fil, où je vous parlais que voilà finalement l'idée d'une histoire, d'un roman, d'un truc qui avait un début, une fin, c'était peut-être finalement pas un format qui m'était adapté en solo et rien que moi, donc j'avais complètement abandonné l'idée d'écrire, mais je vous avais évoqué le fait que je voulais retrouver un endroit où écrire un peu, mais j'avais besoin de quelque chose de, bah voilà, de facile, accessible, qui me prenne pas trop de temps. Je voulais une newsletter, finalement bah, je l'ai pas du tout mise en place parce que franchement je savais pas vers quoi me tourner, j'ai un peu galéré un temps à essayer de trouver la meilleure plateforme qui coûte pas un rein déjà pour essayer de l'avoir et qui en plus bah, me permettrait quand même bah, d'échanger de façon assez chouette avec vous. Et puis je suis tombée sur Substack qui est une sorte de réseau hybride mélangeant un peu tous les trucs que j'aime, c'est-à-dire les parties d'Instagram avec la photo, les petites pensées un petit peu volages comme ça qu'on peut avoir, s'y trouve aussi. On peut avoir une sorte de feed, en tout cas de mur, avec ben voilà, un peu des statuts, un peu à la Facebook à l'ancienne en fait finalement, où bah, des fois t'écrivais juste un truc, t'ajoutais une photo ou pas, enfin voilà. Il y a aussi tout un aspect article / newsletter, parce que chaque article que tu vas faire, bah, soit les gens peuvent tomber de façon totalement aléatoire dessus, soit certains sont abonnés à ton fil d'articles, et à chaque fois que tu vas en écrire un, eh bien ils vont recevoir une sorte d'infolettre, ils vont la recevoir par mail, ils vont recevoir l'article par mail et pouvoir le lire directement dans bah, leur base mail. Et j'aimais assez ça, parce que bah, du coup ça me demandait pas une organisation, de créer tout un truc, c'est très facile à mettre en page, à mettre en place. Donc voilà, je me suis créé un compte là-dessus, j'ai déjà écrit 2-3 articles. Là j'ai justement un nouveau qui est paru bah, plus ou moins au moment où vous regarderez cette vidéo, il devrait être sorti. Donc voilà, c'est gratuit, si vous avez envie d'aller me suivre là-bas, bah, vous pouvez aussi. Il y a une fonction d'abonnement payant, mais surtout la prenez pas parce que en fait il n'y a rien, il n'y a pas de... Enfin voilà, je veux pas que vous payiez pour avoir accès à mes contenus, c'est pas le but. Si ça vous branche, ben moi j'étais trop contente de revenir à l'écriture, et surtout j'ai l'impression que c'est une plateforme qui est vachement plus aléatoire, j'ai l'impression que je me lâche d'une façon totalement différente sur ces articles écrits, et ça me fait trop du bien. Voilà, donc si vous avez envie d'aller me suivre aussi là-bas, ben you're welcome. Je vais arrêter cette vidéo ici. N'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez le lien pour bénéficier de moins 15% sur la boutique de Manucuriste, et je les remercie encore beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.